Aujourd'hui à la bourse, des yo-yo quasiment toute la journée. Tu m'en achètes 50 000, 1 700 000. Le CAC est dans le rouge. Bonjour et bienvenue in situ, là où bat le cœur de l'économie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos chers bébés, en tout cas qui finissent par nous coûter cher. Nous sommes à Lille, devant la maternité Jeanne de Flandre, qui voit naître le plus de bébés en France métropolitaine. Chaque année, derrière ces fenêtres, ils sont 5600 à pousser leur premier cri. Et vous allez voir que très vite, ils deviennent un énorme enjeu économique et une cible en or pour le marketing. Un chiffre m'a interpellée. À l'arrivée de bébé, un couple dépense en moyenne 4 200 €. Aussi, partons tout de suite à la rencontre de celles et ceux qui se cachent derrière le business des bébés. En France, pouponner est tendance. 800 000 bébés sont nés en 2015 et nous voilà champions d'Europe avec 2 enfants en moyenne par famille. Et nous les faisons de plus en plus tard, à 24 ans dans les années 70 et à presque 30 ans aujourd'hui. Mieux installés dans nos vies professionnelles avec de plus en plus de moyens, donc nous dépensons de plus en plus pour ces bouts de chou. Avec plus de 3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du marché du bébé s'envole et les enseignes se livrent une bataille sans merci pour gagner le cœur de nos maisons. Durant sa grossesse, une mère reçoit des centaines de sollicitations de marques par internet, courrier, la publicité, la télé. Alors nous allons vous aider à y voir clair et comprendre comment fonctionne ce secteur à travers ceux qui le font vivre. Nous plongerons au cœur du salon Baby Cool. Vous découvrirez les dernières exclusivités, utiles ou pas, qui jouent beaucoup sur nos peurs, nos petites angoisses et nos exigences grandissantes. Nous vous raconterons l'histoire de ces papas qui ont lancé leur entreprise autour de la nouvelle psychologie des parents. Les créateurs de Baby Move revisitent les basiques de la puériculture, version high-tech. Ces nouveaux pères, eux, ont créé un business militant à la recherche du meilleur pour les papilles de nos tout-petits, avec un seul credo, le bio. Alors contre l'ultra-conso, un nouveau comportement d'achat se dessine, ce que l'on appelle le mix and match, dépenser sans compter pour un produit coup de cœur et économiser sur d'autres. Par exemple, cette mère survoltée de 3 enfants a créé Kidiloc, de la location de matériel pas cher, haut de gamme, sur Internet, rencontre avec une pionnière du secteur de la location. Laurence Six, elle, a trouvé la solution pour réduire le coût de la garde de nos petits. Elle a convaincu son grand patron de fonder une crèche d'entreprise et elle en gère aujourd'hui 34. Mais tout de suite, vous allez comprendre la base du business des bébés, le marketing relationnel ou comment les marques jouent à fond sur notre affect. Nous vous raconterons la saga Petit Bateau. Vous découvrirez aussi la mode Baby Shower, une fête entre copines ou comment consommer bien avant la liste de naissance. Pour commencer, vous allez voir que l'affectif qui entoure les jeunes parents a aussi du bon. Direction le centre de Lille, à quelques pas de la Grand Place. Ici est né le premier concept store français entièrement dédié aux bébés. 450 mètres carrés avec au rez-de-chaussée un premier espace réservé aux jeunes créateurs et marques vintage avec des prix très élevés. À l'étage, un dépôt-vente avec des marques de vêtements très haut de gamme, Zadig et Voltaire, Jacadi ou encore Cyrillus. Une boutique de centre-ville comme les autres et pourtant à regarder et surtout écouter Sarah, la gérante de cet espace. Ça va les filles? Pas trop le tournis? T'as vu chouchou? Bonjour. Bonjour. Ça va Mélanie? Et toi? Oh, pardon. Non, je t'en prie. Allez, coiffeur, en route. On se croirait plutôt chez une bonne copine que l'on vient retrouver avec plaisir. Vous voulez lui donner à manger? C'est possible. Bien sûr. Tout est là, dans l'arrière-boutique. Un petit village. Café? Un grand, un petit? Un restaurant 100% bio, un coiffeur et un atelier cirque ce matin-là. Il y a 5 ans, Sarah, maman de 2 enfants, a lancé son concept. Vendre tout en tissant un lien direct avec les mamans, la grande tendance du secteur. Vous voit très proche de votre clientèle. Oui. Il y a un lien particulier qui s'est créé avec toutes ces personnes? Oui, il y a un lien
Malgré tout, on est maman et on sait écouter. Elles parlent de choses, premier enfant, elles sont dans la panique, des interrogations, le mari ne sait pas non plus, elles ont besoin d'un réconfort de femme. Je suis à l'écoute, je ne peux pas faire autrement. On a créé un lieu de vie, c'est pour être complètement fermé à la clientèle. Non, c'est pas le but. C'est presque un petit côté assistante sociale. Oui, après je dirais pas ça non plus. Je suis plus déjà comme ça, à dire viens, on va passer un bon moment. Puis après, sens-toi libre de faire comme tu veux. Ici, on ne vient pas pour quelques minutes comme dans n'importe quel magasin, mais on y passe une matinée ou même toute une journée. Est-ce que quand le client passe la porte, il faut qu'il dépense en moyenne une certaine somme pour que vous vous en sortiez bien à la fin du mois? Donc on n'a pas forcément besoin de se dire il faut qu'il consomme autant en dépôt-vente, autant en fashion store, autant en restaurant, qu'il fasse un atelier. Ça se fait naturellement, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien. Là, ils vont descendre du cours de cirque. Ils vont dire, bon, 11h30, il n'y a rien dans le frigo. Allez, on mange là, on arrive, on a mangé, les petits choux à la sieste. Et on a passé une bonne matinée en famille. Là, tout est sur place. Et finalement, est-ce que le lieu de vie ne devient pas plus important que le lieu de... C'est un risque. Si les gens viennent pour juste passer un bon moment et que derrière, la consommation n'est pas énorme, on peut pas... Là, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Mais derrière ça, les gens respectent quand même. Ils sentent qu'il y a un commerce, qu'il y a une motivation, qu'on est toujours en train de trouver des produits innovants, qu'on fait des animations, des événements. Du coup, ils jouent le jeu. Le risque, Sarah l'a pris il y a 5 ans. Si aujourd'hui son chiffre d'affaires est de 300 000 € et qu'elle dégage 3 salaires, ses débuts ont été plutôt difficiles. Et au début, vous avez mis combien sur la table quand vous vous êtes lancée? On a investi 150 000 €. Facile de convaincre les banques? Comment ça s'est passé? Non, ça c'est une autre histoire. On arrive sur un projet de 400 mètres carrés où il faut faire beaucoup de déco, beaucoup d'aménagements, acheter une cuisine, les fournitures pour le salon de coiffure. Donc on était vraiment... à part ma motivation et ma conviction que le truc que je voulais faire allait marcher, parce que je pense que c'était vraiment... ça venait de mes tripes, quoi. Je veux dire, en tant que maman, j'ai dit, c'est pas possible que ça marche pas. Au bout de combien d'années vous arrivez à vous sortir un salaire convenable? Convenable, c'est un grand mot. Ça fait 5 ans maintenant, depuis le 23 août, qu'on est là. Donc, je dirais qu'on commence à souffler. Mais la partie n'est pas gagnée. Ce qui rapporte pour l'instant le plus à Sarah, c'est son dépôt-vente. Pas étonnant. Nous dépensons en moyenne 666 € pour habiller notre bébé. Le marché du vêtement pour les 0-2 ans est l'un des plus dynamiques du prêt-à-porter. Des marques de luxe aux griffes les moins coûteuses, toutes s'engouffrent dans cette tendance. Je vous propose de plonger au cœur de la saga Petit Bateau qui règne sur le positionnement du produit tradition si cher aux mamans. Direction Paris et ses Champs-Élysées. Sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées, au milieu des boutiques de luxe, un magasin au nom bien français. Petit Bateau. Parmi les clients, de nombreux étrangers. Le mari de l'une de mes copines est français. Elle a déjà acheté des vêtements ici pour ma petite fille. J'aime cette marque. C'est de la qualité. J'adore. Nous sommes dans l'une des 700 boutiques de la marque. Et voici le best-seller du magasin. Voilà, c'est un produit iconique de Petit Bateau. Il est en toile enduite, entièrement doublé de coton. Que ce soit pour le bébé, l'enfant ou l'adulte, c'est le produit qu'on vend le plus. Un petit ciré jaune ou un t-shirt rayé, la marinière. La marque a su s'imposer à grands coups de publicité. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fait dodo, dis papa, dis maman. Mais qu'est-ce que t'as renversé? Mais avant que les enfants n'usent leurs vêtements, ils passent tous entre les mains de cette femme. Aux commandes du style et du design depuis plusieurs années, Carole Kaufmann. C'est mignon. Merci. Quand on fait une expo... Elle dirige cette équipe d'une dizaine de créatrices. C'est ici que les vêtements pour bébés sont imaginés. Et ce matin-là,
Carole jette un œil sur la collection 2018. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, tu vois. Ah, c'est génial. Non mais c'est vrai. C'est cool. Vous pouvez nous montrer en exclusivité? Non, c'est des secrets. Et non, je peux vous faire hop hop. Non, on crée 2 ans à l'avance. Et là, c'est pour dans 2 ans. Donc, je peux vous dire que c'est très très beau. Nous n'en saurons pas plus, secret industriel. Pour créer ses vêtements petite enfance, Carole peut compter sur l'histoire de la marque. Petit Bateau fêtera bientôt ses 100 ans. Voilà les racines de notre maison. C'est 1918. Et ensuite, Petit Bateau va arriver à l'ergonomie et va tricoter quelque chose de plus fin. Si vous regardez bien, c'est l'ancêtre du body. Ça, c'est l'ancêtre de notre top à bretelles et de la nuisette. Et on continue aujourd'hui, on a ça dans nos collections. Le body, autre produit phare de la marque. Chaque année, il s'en vend des centaines de milliers. Pas facile cependant de renouveler la collection sur ce petit morceau de tissu. Mais l'équipe parisienne a ses astuces pour trouver l'inspiration. On se balade pas mal, on va voir des expos, on échange beaucoup, chacune rapporte ses docs, ses envies, ses souvenirs de voyage, ses découpages, et en fait on échange toute l'équipe, et puis il en ressort des thèmes qui nous paraissent évidents à toutes. Les créatrices travailleront ensuite plusieurs semaines pour élaborer un prototype. Et quand la phase d'essayage arrive, voici le jouet préféré de Carole et d'Adélaïde. Alors ça c'est quoi comme taille? On joue à la poupée, on continue à garder notre cœur d'enfance. Et à la fois on fait ça avec beaucoup de sérieux. Mais je pense que les enfants, quand ils jouent à la poupée, ils se prennent pour des petites mamans. Et c'est très sérieux pour eux. Direction 3, à 2 heures de route de Paris. C'est ici, dans le département de l'Aube, que Petit Bateau fabrique encore une partie de ses vêtements pour bébés. Si la marque a autant de succès, c'est en partie dû à la maille. Cette façon bien particulière d'assembler les fils, un savoir-faire français. Le fil est entrelacé, contrairement à être croisé. C'est-à-dire que vous avez une aiguille qui vient récupérer le fil et qui fait la boucle. Et de boucle en boucle, on arrive à réaliser un tissu. 3, c'est vraiment un des pôles européens de la maille circulaire depuis toujours. Et c'est pour ça qu'on y reste très attaché. Et du fil ici, on en consomme beaucoup. De quoi faire chaque année 2000 fois le tour de la Terre. Une fois façonné, le tissu passe dans ces tambours géants. Il est lavé et colorisé en fonction des commandes. Ensuite, direction l'atelier de confection. 150 ouvrières travaillent dans le pôle bébé. Et souvenez-vous, notre body. Avant de ressembler à ça, c'était un vulgaire bout de tissu. De l'article brut pour arriver à un article fini, on a 7 opérations, donc 7 personnes. Et il faut compter 3 minutes 30 à peu près pour faire une pièce. Moins de 4 minutes pour confectionner ce vêtement, tout en respectant certaines règles de sécurité, notamment avec les boutons. Les pressions doivent être parfaitement bien fixées pour éviter qu'elles s'arrachent. Imaginez par exemple que la pression parte, le risque c'est qu'un enfant l'avale et c'est la catastrophe. Chaque année, Petit Bateau produit 28 millions de pièces dans cette usine troyenne, mais aussi au Maroc et en Tunisie. Des vêtements qui se retrouvent tous dans ce centre d'expédition flambant neuf avant de partir aux 4 coins du monde. C'est un produit français qui est adoré par nos amis étrangers et on est vraiment dans une démarche de conquête à l'international. Hong Kong, États-Unis, Australie, Japon. Mais le tout premier marché pour Petit Bateau, c'est la France. Avec 2500 points de vente sur tout le territoire. Petit Bateau est aujourd'hui la 9e marque de vêtements enfants préférée des Français.
La collection Zara Baby, lancée il y a seulement 11 ans, talonne la marque historique. Le grand leader reste Okaïdi, chic et pas cher, qui rafle 15,5% du marché. Sur ce secteur très concurrentiel, les magasins spécialisés totalisent 54% des ventes, les hypermarchés plus de 25%, mais la grande révolution vient d'Internet, la part des ventes en ligne a doublé en 5 ans. Voilà l'enjeu des marques historiquement dédiées aux bébés. Ne pas lâcher leur cible, accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne parent à son tour. Se rendre essentiel de plus en plus longtemps, mais aussi de plus en plus tôt. Un concept déferle en France, la baby shower, que l'on peut traduire par pluie de cadeaux. Une fête 100% américaine, très prisée par les stars, qui vient célébrer la femme enceinte à ses 7 mois de grossesse. Depuis 1 an, des centaines d'entreprises organisent ces fêtes clés en main. De retour à Lille, je retrouve Margot, 20 ans, et Lisa, 24 ans. Elles sont toutes les deux étudiantes prothésistes dentaires et elles ont décidé de se lancer dans l'organisation de baby shower. Elles sont aujourd'hui auto-entrepreneurs en parallèle de leurs études. Comment ça s'est passé? Donc la copine de la future maman, voilà, elle est arrivée avec un budget? Avec un budget. Donc nous, on a un budget de base qui est de 175 € pour la décoration et la prestation, parce qu'il y aura des petits jeux tout le long de la baby shower. Et ensuite, on s'adapte par rapport au buffet. Donc, et aux demandes de la maman. Voilà. Ce qu'elle veut, si elle veut plus d'activités, au niveau de la nourriture, c'est plus sucré, salé. C'est vraiment ce qu'elle veut. On avait besoin de ce concept qui nous vient des États-Unis? Oui. Ah oui? Moi, je trouve. C'est une raison de plus pour faire la fête. C'est vraiment une fête pour la maman et voilà. on n'avait pas encore ça en France. Parce qu'au final, à la maternité, c'est vite le bébé. Et la maman, elle est là. Elle compte déjà un peu moins. Voilà. Et du coup, là, c'est vraiment un petit moment. Elle se retrouve avec ses copines. Les incontournables d'une baby shower, une déco au goût de la future maman donc, des cupcakes personnalisés, les copines les plus intimes et l'effet de surprise. Marie attend son 3e enfant. Bonjour. Marie. Bonjour. Pauline. On vous propose de vous installer. Allez-y, prenez place. Les activités phares, découvrir le tour de taille de la maman. Allez-y. Moi, je suis pas étonnée. Non, je regarde. 130. 110. 104. Deviner le prénom du bébé. Ou encore le blind test petit pot. Carotte? Carotte, c'est ça. Oui, Puis vient l'heure des cadeaux. Là aussi, il y a une règle. Un pour la maman, un pour le bébé et un plutôt déco. Génial. Vous, pour cet enfant qui va arriver, vous avez dépensé combien déjà? Pour le moment, j'ai rien acheté de spécifique pour lui, sauf une voiture. Ah bah oui, mais c'est pour vous. Parce que qui dit 3e, aujourd'hui dans n'importe quelle voiture, les 3 sièges auto-enfants ne rentrent pas, donc on est obligé de changer de voiture. Effectivement, 33% des parents changent de véhicule à l'arrivée d'un bébé. 38% achètent de l'électroménager. 73% des ménages contracteraient un crédit à la consommation. Pas étonnant, le budget bébé la première année représente 20% de la consommation totale d'un ménage. Et attention, ces petites fêtes entre amis pourraient bien faire grossir ces budgets. La nouvelle tendance, la Gender Reveal Party, la fête de la révélation du sexe du bébé. Et cette fois-ci, c'est au 5e mois de grossesse, toujours plus tôt. Vous l'avez compris, rien n'est trop beau pour bébé. Les enfants sont la préoccupation majeure des jeunes parents. Et ça, ce créneau affectif, les marques l'ont bien intégré. C'est un changement de mentalité qui entraîne des nouveaux comportements de consommation. La preuve, le premier critère d'achat, le rapport qualité-prix bien sûr. En 2e position, la sécurité. Puis, l'effet coup de cœur, devant le conseil des proches, la praticité, le design et la provenance. Un mot d'ordre alors pour les marques, l'exigence. Nous partons à la rencontre de jeunes papas entrepreneurs partis en guerre contre la malbouffe. Pour eux, c'est bio ou rien. Comment ont-ils lancé leur business? Direction le Loir-et-Cher.
Aujourd'hui, c'est carottes, riz et veau. C'est toujours un gros succès. Bio. Bio donc, oui. Agriculture biologique, un logo qui fait toute la différence. Un label rassurant qui redonnerait presque du goût aux petits pots industriels. En rayon, les deux géants de l'alimentation infantile sont toujours là, en bonne place avec 80% de part de marché. Mais ces dernières années, de nouveaux petits plats tous bio gagnent la confiance des parents. On sait que les bébés sont très sensibles à tous les produits ajoutés, donc là le fait qu'il n'y ait rien de plus et qu'ils soient bio, au moins il y a moins de pesticides dedans, il y a moins de produits négatifs, on va dire. Surtout dans les fruits, au niveau des pommes, on sait qu'elles sont beaucoup traitées, donc du coup voilà, effectivement, ouais. Bio ça rassure un petit peu, ouais. Je suis peut-être naïve, mais oui, je fais quand même partie de ceux qui pensent que le bio c'est quand même mieux. Voilà. Bio et frais, des petits pots aussi bons que du fait maison. C'est le pari d'Édouard, Arthur et Clément. 3 copains qui se sont rencontrés sur les bancs d'une école de restauration. Il y a 2 ans, grâce à des financements participatifs, ils se lancent dans la fabrication et s'installent dans le centre de la France. Nous, on prend plutôt des courgettes relativement Normalement grosses, mais je ne sais pas s'il va y en avoir ce matin. À quelques kilomètres de leur entreprise, Arthur vient chercher les légumes pour la recette du jour. C'est là leur différence, des petits pots essentiellement locaux et de saison. C'est la fin de notre saison été de courgettes. Et puis, de manière générale, le maximum de légumes finalement qu'ils produisent, ils sont juste à côté, donc on essaie d'en profiter un maximum. Il y a des carottes, des poireaux, des pommes de terre. Mais même en bio, les produits français sont beaucoup plus chers que ceux de leurs voisins européens. Par rapport ici à des produits locaux français, on peut être sur certaines matières premières du simple au double en effet. Voilà, mais c'est un choix qu'on fait un maximum. À Paris, Julia et Mickaël font aussi du bio, mais à une autre échelle. Ils se sont lancés à la naissance de leur première fille et misent beaucoup sur le marketing. En 2010, ils vendent leur appartement, quittent leur travail et créent leur entreprise. Ici, l'important, c'est moins l'origine locale ou non des produits que le goût. Il y en a qui ont déjà été dévalisés, je vous en ressors, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez goûter deux choses différentes aussi, vous pouvez varier les plaisirs, on en ouvre 2. Alors à chaque nouvelle recette, ce sont les bébés qui goûtent. Les enfants, c'est quand même souvent très binaire, hein, c'est vraiment j'aime pas, on a un rendu assez rapide. La clé de leur réussite, c'est surtout d'avoir su séduire les parents avec un packaging original et des recettes décalées. Déjà, si les parents sont fiers de donner ce qu'ils mangent à leur bébé, c'est vraiment quand même une première étape de gagner. On arrive à enlever ce sentiment de déculpabilisation de ne pas forcément toujours cuisiner. Et donc voilà, ça nous intéresse aussi que les parents goûtent. Elle a goûté quoi? Le dessert. Contrairement à l'entreprise du Loir-et-Cher, le couple ne réalise pas lui-même ses produits. Mickaël et Julia sous-traitent la fabrication en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Une solution moins coûteuse en termes d'investissement. Une ligne d'alimentation infantile en production, c'est entre 5 et 10 millions. Aujourd'hui, si on devait faire notre gamme nous-mêmes, on aurait besoin de 6 lignes comme celle-là. Et clairement, c'est pas dans nos moyens. Dans le Loir-et-Cher, Clément, Édouard et Arthur n'ont pas investi des millions, mais ils mettent la main à la pâte. Dans l'atelier de fabrication, nous retrouvons l'un des 3 associés de la marque. Clément découpe les courgettes cueillies le matin même. Une production presque artisanale. C'est une purée fine d'haricots verts, courgettes, poulet. Voilà. Une recette pour des 6 mois. Ça va être mixé assez fin. Donc là, on va mettre les ingrédients en cuisson. Une cuisson vapeur. Donc ils vont cuire voilà, pendant 15 à 20 minutes. Puis après, on va pouvoir les broyer, les mélanger. Clément réalise en moyenne 3 recettes par jour. En alimentation infantile, la réglementation est beaucoup plus stricte que pour les adultes. 500 molécules sont interdites comme les pesticides bien sûr, ou les conservateurs. Alors les pots sont encapsulés sous vide puis repassés au four. C'est ce qu'on appelle la pasteurisation.
La technique permet de conserver le produit plus longtemps que du fait maison. C'est un équilibre à trouver entre la qualité du produit et la praticité de pouvoir tout de même le conserver 6 semaines et ainsi gérer les stocks, que ce soit nous et aussi dans le frigidaire des clients. 40 000 petits pots vendus en 2015, l'entreprise devrait doubler sa production cette année. Bien loin des quantités réalisées par Michael Aubertin. 4 millions de gourdes vendues l'année dernière. Et pour arriver à ces chiffres, l'ancien commercial a dû convaincre les distributeurs de le mettre en rayon. C'est vrai que vous aussi, vous avez vachement bougé sur votre gamme. Avant, on avait des produits. Tu te souviens, on avait 8 produits à l'époque. Il y avait 8 produits, c'était cartonné. C'était cartonné. Le gérant de ce magasin parisien est l'un des tout premiers à lui avoir fait confiance. On est sur une tête de gondole, on est dans un univers bébé, mais on les a plus particulièrement mis en avant. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils sont en rupture et qu'ils apportent quelque chose de novateur dans l'univers de l'enfant. On cherche aussi à les pousser, à rééquilibrer le marché. Ça permet d'avoir quelque chose de très sain entre du Blédina qui a effectivement un historique un peu différent, Nestlé aussi qui est un géant. Aujourd'hui, ces produits sont distribués dans 4000 points de vente en France. 3 € la gourde en moyenne. Si vous voulez continuer à innover, continuer à investir, recruter, vous avez intérêt à en vendre beaucoup. On est vraiment sur des catégories de produits où vous avez besoin de volume. Et qui dit volume dit aller là où se vendent les produits. Et actuellement en France, les produits se vendent en grande surface, dans les magasins bio et sur Internet. Internet, justement, c'est le premier canal de vente d'Édouard, Arthur et Clément. Mais ce qu'ils espèrent, c'est intégrer les sites de la grande distribution. Notre but, c'est de pouvoir rentrer en fait dans toutes ces différentes plateformes e-commerce. Et en plus de ça, il y a énormément de concepts de livraison alimentaire frais qui se développent, sur lesquels une proposition de nourriture pour bébé n'est pas encore présente. Alors que forcément, les jeunes parents qui sont habitués au web, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser énormément pour une consommation, disons, dépannage ou même plaisir, avec une livraison assez rapide. Un avenir qui leur permettra peut-être de rentabiliser leur activité et se verser enfin un salaire. À Paris, Julia et Michael s'apprêtent à lancer une nouvelle gamme de produits, de quoi encore augmenter leur chiffre d'affaires, 10 millions d'euros cette année. Nos bébés mangent en moyenne 50 kilos de petits pots par an. Les ventes des produits alimentaires bio ne cessent de gagner du terrain. Aujourd'hui, elles représentent 6,7% du chiffre d'affaires sur les 951 millions d'euros du marché. Chaque année, des milliers d'entreprises se créent autour de la recherche du meilleur pour nos bébés. À Paris, il n'y a qu'à parcourir les allées du salon Baby Cool, le salon international de la puériculture, pour voir la diversité de l'offre en termes d'innovation. Ce qui me frappe le plus dans ce salon, ses arguments de vente. Ici, on vend de la sécurité partout et pour tout. De plus en plus informés sur les risques liés à la petite enfance, les jeunes parents sont prêts à tout pour calmer leurs angoisses. Les marques développent alors un véritable business de la paranoïa. Voici la nouvelle génération de babyphones. Est-ce que vous en avez déjà eu? Oui. Oui. Alors, voilà. Il y a longtemps, mais j'ai eu ce genre d'appareil. Il faisait quoi? Il était posé à côté du berceau de mon bébé et quand mon bébé se réveillait et qu'il pleurait, je l'entendais dans la pièce à côté. Et voilà, c'est pareil, avec des petits changements. On a avancé la technologie un peu. Évidemment. Ça, c'est ce que je mets à côté de bébé. C'est ce que vous mettez à côté de bébé. Ok. Donc, ce qu'on fait, on entend bébé, oui. On le voit, mais la différence, on peut surveiller tous ces mouvements, y compris tous ces petits mouvements respiratoires. Quel est l'intérêt d'aller si loin? Vous vous en doutez. Si jamais il y a quelque chose qui se passe dans le lit, on serait averti dans de 15 à 20 secondes. Ça pourrait être quoi le problème? Non, mais pour que ce soit clair, voilà. Donc comme ça détecte tous les mouvements, y compris les mouvements respiratoires, le bébé il serait en détresse respiratoire. Voilà. C'est aucunement un produit médical, donc c'est pas fait pour les bébés malades ou les bébés à problème, c'est seulement pour vous rassurer. Son coût, 224 € et un argument que Roxane n'a pas le droit d'avancer devant nos caméras, celui d'espérer lutter contre la mort subite du nourrisson. Des angoisses très françaises, Myriam Alori est l'une des organisatrices de ce salon. Quand on se promène dans votre salon, on se rend compte qu'il y a beaucoup de produits qui sont très axés sécurité. Mais les parents sont très attentifs à la sécurité, bien sûr. Et alors, est-ce que c'est les marques qui veulent nous vendre de la sécurité ou c'est nous, parents, qui demandons de la sécurité? Alors, déjà, nous, parents, on en demande, évidemment. On ne veut plus
d'un bébé à qui, par exemple, à l'époque, on prenait n'importe quel biberon, on le passait au micro-ondes avec de mauvaises ondes, etc. Ça, c'est terminé. On a du bisphénol à 0 en France depuis maintenant très longtemps. On fait très attention et les marques, évidemment, sont obligées de fabriquer des produits pour la sécurité des enfants. Et alors, est-ce que les parents français consomment plus que d'autres parents? Nous consommons pas mal quand même, parce que bon, même si nous avons moins l'enfant roi comme en Chine, mais enfin en France quand même, le bébé c'est important. Les marques étrangères sont intéressées par ce marché français, puisque nous sommes toujours quand même parmi les leaders en nombre d'enfants par famille. La preuve de l'attrait du marché français, ce siège auto-poussette, une invention 100% américaine. Cette année, ce tout-en-un a remporté le prix de l'innovation du salon. Le produit pratique, tout en un, avec tout le confort nécessaire, voilà encore une demande des parents. Alors qui sont ces entrepreneurs qui font le pari de l'innovation? Nous partons à la rencontre de la société Baby Move. Bien avant tout le monde, elle a choisi de revisiter les basiques de la puériculture pour en faire une gamme high-tech. Retour sur la création d'une entreprise visionnaire, c'est à Clermont-Ferrand que ça se passe. Ok, et alors alors moi je trouve du coup que c'est super léger, déjà en premier abord. Fouzia est une future maman, c'est aussi une salariée de l'entreprise. Ce jour-là, elle teste un nouveau produit. Nous sommes à Clermont-Ferrand, dans les locaux du numéro 3 français de la puériculture. Pourquoi on a développé cette gamme. C'est ni une ceinture de maintien, ni un bandeau de grossesse. On n'est vraiment pas positionné comme ce type de produit. On est sur une ceinture de sommeil, vraiment à utiliser durant la nuit pour les mamans, pour les futures mamans. Ces femmes sont là pour donner leur avis en échange de petits cadeaux, bons d'achat ou produits. Cette ceinture est une innovation, de la mousse à mémoire de forme sur les hanches. Son but, permettre aux femmes enceintes de dormir sans utiliser un coussin de sommeil encombrant. Nous, vraiment, on est vraiment dans une démarche collaborative où on va les mettre une annonce sur notre site Facebook et on va recruter entre 5 et 8 mamans, ça dépend des sujets. Et le but, c'est vraiment de comprendre leurs besoins, leurs attentes, essayer de leur proposer, de leur montrer un prototype ou de leur montrer, ça dépend le stade du développement du produit, mais vraiment de comprendre en tous les cas ce qu'elles veulent, ce qu'elles recherchent, les différents points d'amélioration qu'on pourrait apporter au produit. L'innovation, le partage, c'est la clé du succès de l'entreprise créée par 3 étudiants à leur sortie de Subdeco Clermont. 3 000 francs investis en 97, 120 salariés aujourd'hui. L'idée de créer des produits pour bébés et pour les parents, c'est vraiment venu au travers de nos études d'étudiants. On a vu qu'il y avait vraiment un potentiel et on s'est dit mais essayons d'apporter quelque chose. Et on a commencé dès le départ à organiser des réunions avec les mamans. Et c'est incroyable le nombre d'informations que vous pouvez avoir à la place de faire une étude marketing très scolaire. Déjà, on était dans l'usage, dans l'envie de voir ce que c'est que l'expérience parent, quoi. Un processus de création où les utilisateurs sont associés. Au cœur du dispositif, voici donc le service recherche et développement, 15 personnes et 5% du chiffre d'affaires investi chaque année. Sur l'étude conso, du coup... Les résultats sont plutôt bien. D'accord. Il nous reste encore un questionnaire à réaliser. On aura les résultats sous 15 jours. Okay. Aux côtés des parents, des professionnels sont associés à la création. Des sages-femmes, par exemple, ont travaillé sur la ceinture de sommeil. À ces pratiques, s'est ajoutée également depuis quelques années l'immersion au domicile, directement ou par caméra interposée. On vit avec eux pendant une journée, on vit les moments du repas, du bain, du sommeil. Et là, on détecte des innovations ou des idées d'amélioration produit que les parents eux-mêmes ne pourraient pas nous proposer en réunion maman, comme on peut le faire parfois. Comme cette baignoire qui garde le bain à bonne température. L'idée est simple, de la tourbe dans un bloc de plastique. Il suffit de le chauffer pour maintenir l'eau à 37 degrés. Le produit a été mis au point dans le laboratoire d'essai de l'entreprise. Les tests ont lieu avant, pendant et après la création. Sécurité, normes, ici, tout est passé en revue. Là, on a un gabarit de bébé de 9 kg qui répond, qui doit être positionné comme ça, bien tenir, dans la bonne position comme un bébé. Et voilà, donc là, on est sur du 15 degrés, tout va bien.
Enfin, laboratoire grandeur nature, la crèche d'entreprise, ouverte il y a 3 ans. Ici aussi, parents et personnel sont consultés. On va réfléchir à ce qu'on a envie de laisser aux tout petits, au poids des objets, à la maniabilité, à la façon dont le petit va s'en saisir. Et après, on peut également apporter d'autres observations, justement, a posteriori sur l'objet en lui-même. Aujourd'hui, l'entreprise clermontoise dépose entre 5 et 10 brevets par an et commercialise ses produits dans 50 pays. Une réussite qui n'a pas empêché les créateurs de faire eux aussi des bébés, 10 à eux 3. La course à l'innovation n'est donc pas prête de s'arrêter, la course à la dépense non plus. Aussi, dans cette dernière partie de l'émission, voyons comment donner le meilleur à son bébé, mais sans se ruiner. Nous mettrons un coup de projecteur sur 2 femmes extraordinaires. L'une est pionnière de la location d'équipements de puériculture, l'autre résout cette équation, comment économiser pour la garde de ses enfants. Un couple au salaire moyen de 3 000 € à 2 débourse chaque mois 188 € pour une crèche parentale ou 852 € pour une assistante maternelle à domicile ou encore 254 € pour une crèche collective. La crèche reste bien évidemment le plus économique, mais il manque encore 400 000 places en France. Alors, celle que vous allez découvrir a convaincu son grand patron de créer des crèches d'entreprise. Une nouvelle vie, des économies pour des centaines de parents. Regardez. Direction Roubaix, dans l'une des plus grandes entreprises françaises de jeux vidéo, Ankama. 500 salariés travaillent ici. Au petit matin, un bureau comme un autre, pendant que ces jeunes mamans s'affairent, à seulement 100 mètres de là, leurs petits sont à la crèche. Bonjour Maxence, bonjour. Aujourd'hui qui est là, avec nous qui est là la la. Aujourd'hui qui est là, avec nous qui est là la la. T'as pas de coiffure? Non, moi j'ai pas de coiffure comme ça. Toi, tu es bien coiffée. Voici l'une des 34 crèches d'entreprise que Laurence Six a créées. Elle était cadre supérieur, responsable marketing et formation dans l'un des plus grands groupes de la région Nord, Heidi Kids, spécialisé en puériculture. Une working girl qui, à l'arrivée de ses jumeaux, a eu le déclic. C'était il y a 19 ans. Vous voici donc, Laurence. Voilà, oui, exactement. Sans qui cette structure n'existerait pas. Oui, c'est parce que, en fait, donc moi je suis maman de jumeaux. Et donc, une première grossesse de jumeaux, et on se dit, je voudrais continuer à travailler parce que l'aventure d'Hokkaido était une aventure extraordinaire. Et aussi, c'est presque en aparté, mais j'ai attendu mes enfants 9 ans. Si j'étais tout le temps à la maison, j'aurais été une maman très créative. Ils le disent encore, hein. Ils sont grands maintenant, mais ils le disent encore en disant, maman, c'est bon, tu nous lâches. Donc là, c'est vous qui allez voir votre boss, votre patron, et qui lui dites, bon, j'ai une idée. Là, c'était dire, bah, faisons-le. Et c'est lui qui m'a dit, tu sais, tu m'as plusieurs fois parlé d'une crèche, est-ce que tu l'as fait? Et là, 2 minutes et demie, même pas, 2 minutes et demie, chiche, on y va. J'aime bien les projets. Donc, et les défis. Les défis, hein. Voilà. Il lui aura fallu 1 an pour monter sa première crèche, faire avec une réglementation très stricte, hygiène, sécurité, et recruter les bonnes personnes. Tout simplement, apprendre un nouveau métier. Il y a 18 ans est née cette première crèche. Vous avez pu en bénéficier quand même de cette crèche que vous avez créée, inventée dans votre tête? Non, parce qu'en fait, il fallait du temps. Et donc, mes enfants avaient grandi entre eux. C'était pas le sujet. Je vais encore attendre un peu, mais ce sera peut-être pour mes petits-enfants, mais je vais encore attendre un peu. Dans cette crèche, adaptée aux horaires de l'entreprise, 40 enfants. 30 viennent de la société voisine, 10 sont issus du quartier. Alors, quel est le modèle économique pour l'entreprise? Je rencontre Jérôme Aubry, directeur général d'Heidi Group. Comment elles sont financées, ces crèches? En gros, pour faire court, sur les 10 € de coût, l'entreprise ou la collectivité locale paye 5 €. La CAF paye à peu près 3,50 €, 3 € on va dire, et la famille 2 €. Qu'est-ce qu'elle y gagne, l'entreprise? Alors, elle a des aides fiscales très très importantes. Ça lui revient à peu près 1 €. Et deuxièmement, elle y gagne un certain nombre de choses, c'est-à-dire de la fierté d'appartenance, de la sérénité, de la productivité. On pourrait même parler de retour sur investissement pour l'entreprise, objectivement. D'accord, oui, hein, ça compte ça. Voilà. Eh oui. Les parents déboursent entre 200 et 300 € par mois.
À ce jour, les crèches de Laurence ne peuvent pas encore accueillir tous les enfants des salariés. Elle veut donc les multiplier. Un travail colossal qui ne l'empêche pas d'avoir des petits temps de pause. Qu'est-ce que vous allez goûter? De la compote? C'est de la compote? Oui, des pommes? Oui, je pense. Hein. C'est vraiment pour des moments comme ça que vous l'avez monté maintenant avec le recul, avec les années? Oui, c'est au-delà des aléas, des choses qui ne fonctionnent pas bien, qui n'avancent pas vite, de contraintes, etc. À un moment, tout ça passe quand on revient à ça. Ça ne peut pas être quelque chose qui est juste intellectuel. C'est pas possible. À un moment, ça doit dépasser l'intellectuel et forcément, il faut aller chercher la ressource dans l'énergie. Voilà, ça vient du ventre, quoi. Ça vient de quelque chose de profond. Sinon, on n'y va pas. Fin de journée à la crèche et pour les mamans de Victor, Rose et Clara. Coucou. Il est quelle heure? Il est 17h30. Et vous avez quitté Ankama 5 minutes avant. Ouais. 5 minutes avant. Ouais. Les avantages pour vous, ça serait lesquels? Le premier avantage, c'est le fait que ce soit proche du travail. Donc il se passe quoi que ce soit, on est à côté. S'il y a des bouchons, l'enfant est avec nous. On n'est pas en train de partir chez une nourrice et de stresser avec l'heure. On sait qu'on est juste à côté. Donc si on est dans les bouchons, on est ensemble. Et quand il arrive à la crèche ici, par exemple, moi j'allaitais encore. Ouais. Donc en fait, on m'appelait au moment où il avait faim et je venais l'allaiter directement ici. En fait, avant, elle était dans la crèche de ma ville, ce qui ne pouvait pas me permettre d'avoir un 35 heures parce que j'étais obligée de venir récupérer ma fille à 18h pile. Et une place s'est libérée. Donc Ama a pensé à moi, donc j'ai postulé, j'ai eu une place et j'ai pu obtenir un 35 heures directement après. Voilà, forcément. C'était vraiment, pour moi, très bénéfique cette crèche. Des familles sereines, 34 crèches partout en France et un combat qui continue pour Laurence. Aujourd'hui, elle compte développer le modèle rigolo comme la vie, pourquoi pas à l'étranger. Nous partons à la rencontre d'une autre mère qui a décidé de s'engager pour faciliter la vie des parents. Elle a lancé cette année la société Kidiloc, ou comment louer et non plus acheter le nécessaire de puériculture via Internet, direction Saint-Étienne. Société Kidiloc, Céline, bonjour. Céline Billiard a 33 ans et déjà 3 enfants. Mais cette jeune entrepreneuse est très sollicitée par la croissance de son dernier-né, un site internet consacré à la location de matériel de puériculture. Louer pour une semaine à 6 mois du matériel assez haut de gamme, plutôt que d'acheter des choses qui finiront par encombrer les placards, c'est la solution que propose Kidiloc. L'idée, c'est de permettre à des jeunes parents d'avoir du matériel de confort, de dernière collection ou d'avant-dernière collection, pour un tarif raisonnable et permettre en fait d'investir dans d'autres produits au lieu du gros matériel qui ne dure que 6 mois. Et comme les bébés, cette idée est née à la maternité. Ma deuxième grossesse, j'ai accouché 3 mois à l'avance. Quand on a un grand prémat, on n'a rien prévu. Et pour la troisième, je suis restée alitée pendant toute la grossesse, coupée du reste du monde. Ça m'a donné l'idée des ambassadrices. Des ambassadrices qui viennent à domicile et qui vont pouvoir permettre de donner tous ces renseignements, toutes les dernières nouveautés, toutes les dernières tendances. Et qui vont pouvoir avoir un petit lien, ce petit lien qu'on recherche avec l'extérieur quand on est alité. Alors, pour développer son réseau de vente et de location à domicile, cette Stéphanoise déterminée a convoqué fournisseurs et vendeuses pour une session de formation dans un hôtel proche de Lyon. Moi, je bouge pas, mais l'enfant il va choisir soit un côté, soit un autre. Il va forcément avoir la tête sur le côté pour qu'il soit avec cette partie dégagée. Parce qu'elles sont toutes mamans, seules 7 des 26 ambassadrices ont pu être présentes. Mais Céline prend soin de tourner des images pour les autres. C'est le moment de la pause, ça y est les amis. Tout ce qui est repas, boissons vous attend dehors. On se retrouve dehors ? Son ambition, donner naissance à une communauté de femmes expérimentées, afin de guider les jeunes mamans dans leurs premiers pas pour choisir du matériel. Sur chaque page Facebook, en fait, vos clientes ou celles qui vont assister à une réunion, même si elles n'ont pas acheté, elles peuvent noter en fait et mettre des étoiles, un avis. Et plus vous avez d'avis, plus il y a des personnes qui mettent des commentaires intéressants, plus les personnes seront rassurées de vous recevoir. Le concept de location n'existe quasiment pas en puériculture. Mais ce marché de niche séduit déjà des fabricants. Céline a convaincu une vingtaine de marques, dont ce fournisseur de sièges auto. Vous supprimez le harnais ici. La location pour moi est un marché d'avenir. Tout ce qui permet de faciliter la vie des parents aujourd'hui a du sens.
Alors, je pense que ça pourrait représenter entre 5% à peu près. 5% du chiffre d'affaires de la société, oui. Mais ces consommateurs, que pensent-ils de la location? Je ne connaissais pas le concept, alors peut-être éventuellement, si ça se développe, oui. Parce que sinon, comme beaucoup de personnes, ça va dormir au grenier. Oui. Louer, ça dépend quoi, on va dire. Après acheter, oui, mais après louer, ça dépend quoi. Quels sont les termes, quelles sont les règles, quelles sont les conditions, voir si on est vraiment gagnant ou pas. Pas d'hésitation en revanche chez les pros de la distribution spécialisée. Eux sont déjà convaincus et proposeront la location dès que possible. Par les temps qui courent avec la conjoncture, le chômage, le pouvoir d'achat, les primes à la naissance qui sont décalées, la location, ça permet du coup aux clients de s'équiper, mais sur du plus long terme. De ne pas forcément débourser avant la naissance la totalité de son besoin, mais de le répartir avant la naissance et après la naissance. Donc oui, la location longue durée ou la location avec option d'achat, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Avec cette idée de louer, Céline est bien une pionnière. Oui, bonjour Vanessa, Céline de la société Kidiloc, vous allez bien? Oui, bonjour. Ses best-sellers, nacelle, coque et poussette double. Une poussette se loue 1 € par jour. Pour cette berceuse high-tech qui vaut 300 €, comptez 39 € de location à la semaine. Sur le site, le prix d'achat neuf côtoie les tarifs de location à la journée pour mieux comparer. Capuchon paille ou bec? Paille. Ancienne comptable, Céline a créé son entreprise en novembre dernier, après un parcours de formation proposé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Loire. Mais entre la gestion des stocks, des commandes, du site internet et la vie de famille, son quotidien ressemble à un marathon. Aujourd'hui, une amie est venue lui donner un coup de main. Maman, déjà 3 enfants, c'est pas évident. Créer une société en France, je pense que c'est pas simple non plus. Et tout gérer toute seule, c'est pas possible. Vous y croyez, vous, à la location plutôt qu'à l'achat? Totalement. Les investisseurs aussi y croient. La banque m'a suivie parce qu'elle a aimé le concept et qu'effectivement, ils ont senti que c'était quelque chose qui allait dans le sens de demain. Moi, j'ai fait un crédit de 35 000 €, j'ai eu un prêt Initiative Loire de 10 000 € et je vais refaire un crédit de 15 000 € justement, parce qu'il y a eu plus de locations que prévu. Il y a une réunion chez une hôtesse et l'ambassadrice en fait va présenter donc les produits de Kidiloc avec les catalogues et faire quelques démonstrations pour les clients qui ne connaissent pas du tout. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Je suis professeure des écoles, donc en maternelle. Donc c'est vrai que voilà, tout ce qui est le monde de la petite enfance me passionne. Quand j'ai découvert le concept de Céline, eh bien c'est tout à fait ce que je voulais et comment je voyais les choses, moi. Trouver des produits de qualité, des produits innovants. Et j'avoue que j'ai été séduite particulièrement par la possibilité de louer. Payées au pourcentage des ventes, les ambassadrices proposent à domicile les 1500 références présentes sur le site. Poussettes, sièges bébés, jouets en bois, produits bio. Les clientes peuvent choisir 30 de ces produits à la location, assortis parfois d'une option d'achat. Les parcs, les choses comme ça, les nacelles, on s'en sert vraiment pas longtemps et c'est vrai que d'avoir la location permettrait vraiment peut-être certaines économies. Ça, je l'ai pris parce que piqûre moustique, dès qu'il se fait piquer, c'est non. Donc j'ai fait un bon de commande d'une valeur de 45 € pour des produits, des petits bobos, piqûre de moustique et surtout pour la couche réutilisable. 45 € de commande, pas terrible après 2 heures de réunion. Mais accoucher d'une société, c'est plus long qu'une grossesse. Une société qui est nouvelle en France, il faut toujours un temps avant que les personnes elles se disent tiens Kidiloc et qu'elles aient le réflexe Kidiloc. Ça prend un peu de temps, mais une fois que les personnes sont satisfaites du produit, du service et de l'ambassadrice, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après un lifting complet du site cet été, Céline a décidé de faire appel à un logisticien. Sa mission, gérer les commandes et les retours de location. Mes objectifs, ce serait d'avoir 1 ou 2 ambassadrices par département et d'augmenter le chiffre d'affaires et de le doubler d'ici 2 ans. C'est un sacré marathon, mais qui vaut le coup. Kidiloc grandit peu à peu, et si la location séduit vraiment les consommateurs, Céline Billiard espère pouvoir enfin se verser un salaire à partir de janvier prochain. Les modes de consommation alternatifs, location, occasion et troc sont en plein boom. Aujourd'hui, près de la moitié des parents a déjà envisagé ces options. Plus d'1 sur 4 a déjà franchi le cap.
Pour terminer cette émission, j'ai eu envie de donner la parole à Barbara Haddad. Cette jeune femme est mère de 2 enfants et experte marketing, fondatrice de l'agence Marketing with Mums. Elle fait le lien entre les marques et les parents. Les marques nous mitraillent de publicité et du coup, à un moment, est-ce que la maman, elle se dit pas « si j'ai pas ça, si mon enfant n'a pas ça, alors je serai une mauvaise mère ». Je pense que globalement, quand c'est notre premier enfant, on a envie de bien faire. Donc, on a la liste de la maternité, on va aller cocher toutes les cases. C'est quoi une turbulette? On sait pas, mais il y a écrit, donc on va aller l'acheter. Après, je pense que le fait est qu'il y ait ce jeu maintenant où justement, les marques elles vont dire effectivement, je suis la meilleure, viens acheter chez moi. Le fait est que la future maman, les futurs parents vont aller être en recherche d'autres informations. Pour moi, il y a un autre rapport qui s'installe. Les marques, elles sont invitées à développer une mission de marque, en fait. Aller chercher de l'utilité, de la bienveillance. Aujourd'hui, on parle de marketing bienveillant. Enfin, c'était pas encore le cas l'année dernière. C'est quoi le marketing bienveillant par rapport au bébé? C'est 2 concepts finalement qui sont presque paradoxaux. Parce que marketing, on a tous en tête la communication très agressive qu'on a pu avoir dans les années 70-80. Et puis, la notion de bienveillance qu'on retrouve beaucoup en bien-être en ce moment. Et l'idée, c'est justement d'accompagner les parents. Donc, ça va être, par exemple, on a des marques d'allaitement qui facilitent les échanges, qui mettent à disposition des experts sur l'allaitement, sur l'éducation pour les parents. Et je préfère ce rôle justement de dire moi je suis pas expert en allaitement, je propose des produits d'allaitement, mais par contre en complément je vais vous accompagner. Vous avez à disposition 24 heures sur 24 un expert en allaitement qui vous aide si votre bébé prend pas le sein par exemple. Barbara, la morale de tout ça, ça serait quoi? Maintenant on remarque aujourd'hui, on va dire un espèce de mix and match où on va se restreindre sur certaines choses et puis on va se faire plaisir sur d'autres. Je pense qu'on n'est plus dans une consommation où on va subir la communication des marques. On va choisir ces produits, ceux qui ont du sens pour nous. Et on va amener les marques à justement une dimension plus humaine. Aujourd'hui, on a beaucoup de sources d'inspiration et on a beaucoup d'informations. On a aussi beaucoup de blogs d'inspiration, Instagram, Pinterest, etc. Et je pense que ce que j'aimerais dire aux mamans, c'est inspirez-vous de tout ça, mais à un moment, coupez et reconnectez-vous avec ce dont vous avez vraiment envie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous laisse embrasser vos petits et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro. On vous parlera bricolage et décoration. D'ici là, vous pouvez retrouver tous nos bonus et notamment les coulisses de notre tournage sur notre site internet. À très vite.